bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur un film qui a de dangereuses ressemblances avec un film qui va sortir au cinéma, voire même qui est déjà sorti au cinéma à l'heure où j'enregistre cette critique. Il s'agit des Maîtres de l'Ombre. Les Maîtres de l'Ombre sortis en 1989, la date de ma naissance, par le réalisateur britannique Roland Joffé, avec Paul Newman, Dwayne Schultz, Bonnie Bedelia, John Cusack ou encore Laura Dern. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars et ce que je peux vous dire c'est que quand il est sorti, il n'a pas du tout marché. Il dure 2h06 et qu'est-ce qui se passe pendant 2h06 ? Eh bien c'est le sujet du film Oppenheimer qui sort en scène, le film de Christopher Nolan. Dans ce film, on va parler de la création du projet secret sur les recherches atomiques, le projet Manhattan, et la relation entre le colonel Groves et le physicien Robert Oppenheimer. C'est un film que j'ai découvert dans le cadre de mon travail il y a quelques années et j'étais très surpris parce qu'il a été réalisé par Roland Joffé. Roland Joffé, il a fait beaucoup de films que j'ai bien aimés, La Déchirure, Mission, Vatel. Et donc, je voulais faire un petit retour sur ce film. J'avais vu sur Twitter que Rafi Djoumi avait rappelé son existence, mais moi je savais aussi que le film existait, tout simplement pour signifier en vidéo qu'il y a plusieurs fictions qui ont parlé de cet événement et celui-ci fait partie de ces fictions-là. Il y en a un autre que j'ai vu dans mes recherches, mais je me souviens plus du titre. C'est un film aussi des années 80. Je crois même que c'est un film télé, mais je peux me tromper, attention, qui est aussi sur la création de la bombe et ses essais nucléaires. Le problème quand on va raconter ce genre d'histoire, c'est qu'on sait déjà ce qui se passe et donc il faut dramatiser, il faut déjà condenser 19 mois de travail sur le projet et compresser le récit, lui créer quelque chose d'impactant parce qu'il s'agit simplement de conversations sur faire une démonstration scientifique. Il faut compresser tout ça pour que ça soit digeste en 2 heures mais que ça raconte quand même les faits, ce qui va refroidir forcément les gens qui connaissent le plus cette période, sachant que voilà, il y a aussi quelque chose qu'on doit montrer de l'événement. C'est un événement qui a coûté pour les départements de la défense la bagatelle, je crois, de 2 milliards de dollars. Donc à un moment, il faut aussi montrer qu'il y a cet argent qui arrive en matériel, en construction de bâtiments, puisqu'une ville, presque une mini-ville, s'est créée en confinement total pour permettre aux scientifiques d'avoir tout ce qu'il leur faut sur le terrain. Et donc ça amène justement des cheminements de véhicules. Et il faut montrer en fait ce flux d'informations, ce flux de ressources humaines, mais aussi de ressources matérielles qui arrivent dans ce camp pour fabriquer la bombe. Et bien sûr, il faut montrer la bombe. Donc il y a différents processus et les réflexions qui sont. Donc c'est un récit qui peut être extrêmement dense et c'est aussi quelque chose, quand on fait une fiction, il faut créer une dramatisation cinématographique. Parce que, parler de la conception de l'engin atomique, c'est une chose, mais ça reste un défi scientifique. Il faut montrer quelque chose qui va un petit peu intéresser le spectateur. Ce n'est pas autant agité qu'un film d'action conventionnel, vous comprenez ? Il faut savoir ce qu'on regarde aussi. Ça c'est une chose, mais il faut, je pense, à ce niveau-là, créer des libertés dans la narration. C'est ce qu'ils font, en rajoutant quelques éléments un peu fantasques, un peu extérieurs au récit d'histoire. Par exemple, c'est le colonel Groves, c'est Paul Newman qui arrive dans l'appartement d'un scientifique qui est dans sa baignoire. Je pense pas que ça ait vraiment existé, cette rencontre. Ou bien sûr encore, on compresse des personnages en créant des fictifs qui n'ont pas existé et qui sont des composites d'autres personnages pour créer un lien avec le spectateur, comme Michael Merriman, je crois, Merriman, qui est joué par John Cusack, qui permet d'être le référent du spectateur en termes émotionnels. Là où on a des scientifiques qui parlent d'implosion, de distance de dégâts et d'électrons et tout ça. Eh bien, John Cusack, lui, va être celui qui va être le réceptacle en fait de l'émotion de ce projet et bien sûr celui qui va en subir les conséquences pour que nous, spectateurs, qui nous sommes en théorie bien sûr identifiés à lui, eh bien on puisse ressentir toute la violence du projet. Donc c'est le point émotion du spectateur, mais c'est un point assez fragile si on ne s'intéresse pas à lui. Et ça, c'est aussi une fragilité du scénario. C'est de se mettre en danger en appuyant davantage l'émotion de ce qu'est la bombe
sur un seul personnage. Et pourtant, les deux principaux essayent vraiment très fort de créer de l'émotion, de créer de l'attention, donc que le spectateur soit attentif à ce qui se passe. Mais on peut aussi voir cette création de personnages fictifs et ces différents amours féminins qui interviennent dans le récit d'une autre façon. Ça peut créer une frustration de ne pas être concentré sur le projet Manhattan. Pour le spectateur de salle, on crée des personnages fictifs et on fait rentrer dans l'équation des femmes pour humaniser et engager le spectateur moyen. Mais en attendant, eh bien ça ralentit le film. Ça ralentit l'intérêt qu'on a de sortir. La peur, je pense, de base, de créer un engin de mort pareil est riche en émotions. Mais on rajoute du soap. Et ça, je pense qu'il y a une fragilité. On ne veut pas faire confiance à la peur au cinéma, dans ce genre de récit. Et donc on rajoute de l'amour. Mais la peur en elle-même et l'indécision, l'incertitude de ce qu'ils sont en train de créer est un élément d'émotion suffisamment fort pour faire tenir le récit. Il suffit juste bien de l'écrire, mais c'est suffisant. C'est un film d'idées plus d'action. Après, c'est difficile à emballer, hein. Bien sûr, il y a une vraie difficulté de faire vibrer le spectateur pendant tout le film. Alors on crée du secret, on crée un thriller qui flirte avec la surveillance. Le secret est le plus total. Le colonel démarre un avion pour couvrir ses paroles, ce qu'il va dire à Oppenheimer. Il y a une obsession pour la sécurité de la part de ce colonel qui agit un petit peu comme un agent de garderie. Voilà, il doit surveiller ses scientifiques et faire en sorte qu'ils avancent dans la bonne direction. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le cœur du récit, il est long. La surveillance est constante, il y a une fragilité dans l'opération qui amène à la création de la bombe. Il y a un suspense et une panique quand ils doivent compiler les fragments à un moment. Peu à peu, les choses commencent à se mettre en place et ça prend son temps. C'est pas quelque chose qui est trop court, on doit ressentir leurs obstacles et leur avancée progressive. Et les 40 dernières minutes, alors là, elles commencent vraiment à devenir palpitantes, tout s'accélère, la violence des conflits, la fragilité des opérations pour terminer la bombe, et bien sûr, le film se termine sur directement l'utilisation de cette bombe à des fins de test la nuit, une scène formidable, c'est le clou du spectacle. Oppenheimer, il est joué d'une drôle de façon, c'est un petit peu curieux, c'est comme une sorte de génie qui sait qu'il est un génie qui en joue. Je suis un peu surpris, je sais pas si la personne était vraiment comme ça, mais ça donne l'impression de quelqu'un d'orgueilleux, un petit con, vous voyez. C'est un film qui est quand même assez centré sur lui, donc c'est difficile de s'approcher de ce personnage jusqu'à même l'explosion finale qui est vue par son regard. L'explosion n'est pas filmée, c'est le dernier plan du film, mais l'explosion, le moment où il y a vraiment le champignon, eh bien on suit davantage son regard avec ses lunettes, sa réaction, sa fascination, son adoration de ce qu'il vient de créer. Mais je trouve que dans les autres scènes, l'acteur qui fait face à Paul Newman quand même, eh bien il manque un peu de lui tenir tête. Alors Schultz, moi je ne connaissais pas, j'ai vu qu'il a joué dans Star Trek et l'agence Touriste, et je crois que c'est précisément ça qui pose problème, c'est que c'est un acteur de petit écran, et ça se voit, même s'il a un registre plus étendu, qu'on verrait probablement mieux en série. C'est vrai que face à Paul Newman, eh bien, il fait petit joueur, hein. Paul Newman, il joue le colonel Leslie Richard Groves, qui est un espèce de frustré du commandement, qui est sans pitié, qui mesure totalement l'importance de la mission. Il y a une scène au début où il fait un énorme discours, où il est vraiment vindicatif. Oui, le seul mot que je veux jamais entendre ici, c'est le mot impossible. Vraiment, le mec, il démord pas. Il est l'autorité, il essaye de trouver les compromis entre les demandes du haut commandement militaire et les scientifiques qui ont besoin de temps et de matériel. Il doit garder tout sous clé, donc faire dans la sécurité.
Il y a vraiment une espèce de contrôle et bien sûr il joue avec son regard. Paul Newman, il a aussi un type de regard avec l'œil de Paul Newman, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui ont vu comment Paul Newman joue avec son regard, il y a un moment où il regarde les gens comme ça avec un air, oh putain, il faut faire gaffe. Il est super Paul Newman hein, dans ce rôle-là, en tant que vieux, il joue bien le vieux, hein, le vieux aigri, mais c'est vachement bien parce que ça crée une relation houleuse entre les deux, les quelques discussions qu'ils ont, c'est assez délicieux dans cette logistique du pouvoir et celle de la recherche dans un sens un peu avide, hein. C'est une collision d'autorité militaire et autorité scientifique, et ça laisse des personnes, que ce soit l'un ou l'autre, ça les laisse tirailler avec leur vie et leur mission pour créer l'engin ou l'objet, comme ils disent dans le film. Et ça nécessite évidemment des sacrifices. Oppenheimer met fin à un grand amour. Et je trouve que voilà, introduire ces femmes, c'est compliqué parce que c'est du relationnel, c'est du périphérique. Il y a une histoire d'amour pour renforcer le parcours émotionnel du personnage, il fait un sacrifice, mais c'est pas lui qui va porter l'humanité, c'est celui qui est blessé par la création de la bombe. C'est John Cusack qui est là pour faire de l'humanitaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'homme commun qui va subir la catastrophe. Ce n'est pas le génie. Donc je trouve que créer de l'émotion, il faut pas, et c'est là que ça va être très intéressant de voir Oppenheimer de Nolan, c'est que on a essayé de créer de l'émotion, de relationnel extra-mission sur Oppenheimer dans Les Maîtres de l'Ombre. Je trouve que ça fonctionne pas du tout, ça le rend extrêmement fragile, même presque ridiculement fragile. Et j'aimerais bien voir comment en fait Cillian Murphy va jouer en fait une fragilité et à quel point les relations périphériques à sa relation avec sa mission vont intervenir. Donc ça va être quelque chose, ça va être un point de relation entre les deux qui va être intéressant à observer. La mise en scène, elle est plutôt classique. On a quelques beaux plans, les silhouettes de la bombe dans un coucher de soleil, on voit les deux bombes avec les titres et tout d'un coup on a un plan général où on voit cette bombe, c'est absolument terrifiant. Mais malheureusement, le film n'arrive pas à créer quelque chose de saisissant dans la mise en scène. Ça donne l'impression par moments de voir un film de télé de luxe. Alors il y a quelques moments, quelques plans qui nécessitent un déballage impressionnant. On a un super plan assez spectaculaire, on a un mouvement de caméra dans les collines. C'est une énorme colline avec des vallons et tout ça, et on voit un chemin, on voit une route qui est jusqu'au bout du plan avec que des camions partout qui sont en train de transporter du matériel. Ça, c'est un plan très spectaculaire. Mais c'est un plan, j'ai l'impression qu'on revient dans les années 60. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils apportent le matériel dans la ville. Il y a quelques moments qui sont de vrais beaux moments de cinéma, mais autrement, c'est assez plat. L'image est très nette, j'entends très nette, très éclairée. Vraiment, il y a très peu de contraste. C'est peut-être, on pourrait dire assez facilement que c'est un film très classique pour magnifier quelques grands moments dans le film. Mais malheureusement, le seul grand moment dans le film, eh bien, c'est le lancement de la bombe à la fin. Alors là, on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant, c'est le gros moment du film, tout converge vers ce moment. Mais ce n'est pas l'explosion, je trouve, le plus important, qui est vraiment mise en scène, c'est l'attente. L'attente, elle est incroyable. Il y a de multiples comptes à rebours et un compte à rebours pour annoncer un autre compte à rebours. Parce que les mecs, ils appuient sur des tonnes de boutons. Toutes les caméras sont tournées vers un site. On a en plus, c'est une idée génie. Ils sont en train de régler justement les fréquences radio pour être tous alignés. Et ils captent une fréquence qui passe le ballet de Casse-Noisette de Tchaïkovski. Et on a ce moment avec ce morceau de musique classique, pendant que les mecs sont en train de dire 10, 9, 8, 7, et on voit vraiment la musique, elle commence à s'emballer, et tu vois, tout d'un coup, le compte à rebours qui se rapproche du moment, et à un moment, tout s'arrête, et on a l'explosion, et les yeux d'Oppenheimer qui sont derrière ses lunettes, et les lunettes deviennent jaunes, parce que l'explosion, elle est au plus fort, et il y a un tel souffle qui fait que, vous savez, il y a la bouche qui s'ouvre, comme dans les grands 8, et qui, vous voyez, elle devient toute grosse, vous voyez ce que je veux dire, à cause du vent comme ça qui arrive dans sa figure. C'est assez impressionnant, hein. Alors ce moment, la peur et l'angoisse de la réussite, elle est palpable pendant cette attente. C'est vraiment
pour nous montrer que c'est un événement, osons le dire, opératique. C'est bien pour ça que Roland Joffé s'est permis ce petit élément musical qui rajoute vraiment un plus à la séquence. Et pourquoi je parle de ce moment musical, c'est qu'autrement, la musique, elle n'est pas très présente. J'ai l'impression que Ennio Morricone a été un peu en pilotage automatique. Elle est à peine audible, et quand elle est audible, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. C'est-à-dire ailleurs, mais pas dans ce film, ce qui est un petit peu dommageable, mais en même temps, ce n'est pas grave. Nous savons tous que quand on presse trop un citron, il n'y a plus aucune goutte. Et je pense qu'Ennio Morricone, il a dû faire beaucoup de films dans ces années-là, et il y a des films qui nécessitent plus de passion que d'autres, et je pense que clairement Les Maîtres de l'Ombre, c'était pas le projet le plus important pour lui. Je suis content qu'il ait davantage travaillé, par exemple, pour Mission. Mission a une très 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 belle BO. Il est clair que Les Maîtres de l'Ombre ne méritaient pas énormément de travail. Malheureusement, parce que c'était quand même un film qui est intéressant, mais il reste très peu de choses du film. La scène finale, et tout le reste, on s'en fout. Alors, c'est vrai que le moment où il y a John Cusack qui reçoit de la radiation et qui est après à l'hôpital, et il y a Laura Dern qui est paniquée parce qu'elle le voit complètement, j'allais dire, avec la peau fondue, c'est presque ça, hein, on n'est pas loin de ça, vraiment, c'est assez dégueulasse, mais je pense que ce qui reste, c'est l'explosion même, avec ce regard, en fait, cette absence de regard, mais ce regard quand même de fascination de la part d'Oppenheimer, ça, c'est peut-être une image qui reste. Mais autrement, il n'y a pas grand-chose. C'est un film assez faible. En fin de compte, c'est compliqué quand même de retirer quelque chose. Alors je pense en effet que le film mériterait bien plus une belle histoire en mini-série. Une belle mini-série bien produite, ça peut faire une superbe histoire. Là, clairement, je trouve que c'est finalement, on n'en retire pas grand-chose. À part quelques images, on n'en retire pas grand-chose, mais c'est précisément parce qu'il y a des premiers films comme celui-ci qui montrent cet épisode-là qu'après on se rend mieux compte de ce qui est le plus stimulant, de ce qui est important, des éventuelles erreurs dans le scénario qui ont été créées pour créer du drame. Hein. Et j'ai bon espoir qu'Oppenheimer ne fasse pas les mêmes erreurs et crée quand même quelque chose qui prend aux tripes, voilà, parce que le film là, celui-ci prend difficilement aux tripes, à part quelques moments qui sont bien, mais c'est pas facile de jouer avec ces notions-là, c'est pas facile de travailler aussi un personnage qui est d'avant tout un scientifique avant d'être un homme du commun, mais j'avais envie de revenir sur ce film. Je lui mettrais un 12 sur 20, mais je pourrais mettre plus bas, mais le film il est sympathique. À la découverte c'est sympathique, mais on l'oublie assez vite, mais il n'y a pas de grand problème. Il se regarde, mais malheureusement, il s'oublie déjà. Et c'est bien dommage. J'ai terminé cette critique, j'espère que ça vous aura plu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, eh bien, je me dépêche autant que je peux pour vous livrer Oppenheimer, pour vous livrer la bombe le plus vite possible. À l'heure où j'ai enregistré, je n'ai pas vu le film, nous sommes le mardi 18 juillet. Mais bien sûr, demain, j'irai voir Oppenheimer et vous avez la critique très vite, le plus vite possible. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre soutien, pour vos futurs commentaires éventuels. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!